afternoon, ladies and gentlemen. We are glad to have you all on this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe television. Bon après-midi, Christine Babanda. Good day, Essielou Siliengou. Il est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi 2 octobre, le remaniement de l'encadrement technique, administratif et médical des Lions indomptables est tombé hier comme un coup près après plusieurs mois de vives tensions entre le MINSEP et la FECAFOOT. Ainsi reste entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, assistant du sélectionneur Joachim Mununga, Giannis Zilouri, analyste vidéo, superviseur analyste, François Omam Biyik, Achou Cyprien Bessong, entraîneur adjoint Monsieur Ntungu Mpile, entraîneur adjoint numéro 2 David Pagou, entraîneur des gardiens de but Kamni Idros Carlos, Alioum Boukar, médecin Dr Fotso Ngwabab Patrick, préparateur physique Monsieur Christophe Manouvrier, coordonnateur des sélections nationales Monsieur Atouba Timothée, coordonnateur adjoint Monsieur Pensi Serge Reynolds, team manager Al-Noudi Nicolas, team presse officer Ndo Eli Thierry, agent de liaison Monsieur Ebolo Abada Pierre Arnold, kinésie et thérapeute Monsieur Cheawa Daniel, Kaligem Fomekong et Elias. Nous reviendrons donc largement sur cette actualité dans nos différentes éditions. Alors que le Cameroun célébrait hier la 63e édition de la réunification de 1961, le sous-préfet d'Ida Bato, une commune située dans le sud-ouest du pays, a été kidnappé par des hommes non encore identifiés. Le gouverneur le préfet de cette partie du pays invite d'ailleurs le gouvernement du Cameroun à collaborer avec les autorités nigérianes pour la libération de cette autorité. Plus de détails avec Kevin Thiogo et Dallas Chana. L'arrondissement d'Idabato est depuis ce 1er octobre sans sous-préfet. Dans un message porté, le préfet d'Undian demande au consul général du Nigeria à Buea d'agir dans le cadre de la coopération transfrontalière pour la libération de l'autorité administrative Roland Ewane, ainsi que d'Ismaël Etongo, conseiller municipal, enlevé la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024. Des sources sécuritaires indiquent qu'ils ont été pris en otage par des individus armés qui vont par la suite prendre la direction du Nigeria à bord des pirogues à moteur. L'identité des ravisseurs reste un mystère, même si la thèse des pirates qui opèrent dans cette localité frontalière au Nigeria reste la plus probable. Pendant ce temps, c'est un calme de cimetière qui règne sur la ville de Buea ce 1er octobre, jour de célébration du 63e anniversaire de la réunification du Cameroun français et le Southern Cameroun britannique. 7 ans maintenant que la célébration intervient dans ce contexte de crise sécuritaire, marqué par des revendications indépendantistes de l'état virtuel de l'Amazonie. Tétanisées par la peur, les populations ce jour à Buea sont restées terrées dans les domiciles, laissant les rues désertes et les commerces fermés. Une peur vaincue par certains habitants de la ville de Bamenda dans la région du Nord-Ouest cette fois-ci. Si l'ambiance est restée timide, les commerces ont tout de même ouvert les portes à Bamenda, notamment à l'avenue commerciale. Pendant ce temps, les conducteurs de moto peuvent encore circuler dans la ville de Douala sans chasuble. Le port obligatoire de ce gilet jaune, dont la mesure devait entrer en vigueur hier mardi 1er octobre, a été reporté à une date ultérieure, comme le confirment Théophile Touque et Hubert Michel Camille. L'accès au centre-ville d'Aqua est resté ouvert ce mardi. Aucun mototaximan n'a été inquiété. Les autorités de la ville ont décidé de proroger la période de sensibilisation. Plus on verra l'adhésion, on va définir la phase répressive avec les forces de maintien de l'ordre. Pour l'instant, la communauté urbaine n'est que là pour la sensibilisation. Il est désormais impératif que les points d'enrôlement soient désengorgés avant le début de toute forme de répression sur le terrain. Plus ils sont nombreux ici, là, cela montre qu'ils sont en règle.
Moins ils seront nombreux, on comprend qu'il faut lancer la répression. Nous allons décider ensemble. Les agents de la police municipale de la communauté urbaine ont engagé depuis ce mardi matin des discussions intensives avec les conducteurs de moto. Depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu le message. Bon, je suis parti à la droite, la troisième. Je n'ai pas vu mon nom. Début 23, hein. Payez vos impôts libératoires, ayez vos documents. Évitez les zones réglementées ou bien interdites si vous n'avez pas tous vos papiers. En insistant sur les zones délimitées et d'accès interdit. Dans 2 églises, tout le long jusqu'à Mobi-Bonakwama, côté droit, venant de Mobi-Bonakwama, c'est interdit. C'est une zone réglementée. De Mobi-Bonakwama jusqu'à Feu Rouge, tout ça, c'est libre de circulation. Donc ceux qui circulent, il faut qu'ils se rassurent qu'ils sont en préparation pour accéder à la zone réglementée. La zone interdite n'est pas autorisée aux conducteurs de moto-taxi, mais plutôt aux motos professionnels. Concernant les mototaximens enrôlés en 2023, qui n'ont pas reçu leur chasuble jusqu'ici, la police municipale apporte des précisions. Pour ceux de 2023, ils recevront des messages et ils peuvent circuler puisque nous sommes encore en phase de sensibilisation. Il n'y aura pas d'arrestation de moto cette semaine. Ce matin, les déplacements ont été fortement perturbés pour ceux qui devaient se rendre à Aqua. De nombreux conducteurs circulaient sans chasuble, un signe de manque de volonté pour certains, tandis que d'autres pointent du doigt la saturation des points d'enrôlement. D'aucuns critiquent également le choix d'un opérateur unique pour cette opération, ce qui pourrait ralentir le processus d'identification. À une autre, intéressons-nous à présent à ce dernier rapport de la Commission nationale anticorruption qui fait grincer des dents à plusieurs entités publiques classées parmi les plus corrompues. Qui sont-elles? Éléments de réponse rassemblés pour nous par Kevin Tiogo et Nadine Gonfo. La corruption fait des ravages au Cameroun au sein de nombreuses administrations publiques, parapubliques et privées. Irrémédiablement, certains secteurs professionnels réussissent chaque année l'exploit de se maintenir dans le top 10 des plus corrompus. Dans le rapport 2023, et comme à son habitude, le domaine et les affaires foncières occupent la première marche du podium pour des faits de détournement, des indemnisations des populations et litiges fonciers, avec un pourcentage de plus de 21% des dénonciations. La fonction publique cumule 571 dénonciations par courrier administratif pour des faits de perception indue de salaire, faux et usage de faux, ainsi que la corruption en matière de concours administratif. Les impôts, le trésor et les douanes qui constituent le secteur des finances sont tout aussi minés par la gangrène. Talonnés dans ce classement par l'éducation avec la gestion opaque des frais d'APE et le monnayage des places. Les marchés publics, avec notamment la corruption dans le processus de passation des marchés, totalisent 228 occurrences. Autre secteur tout aussi impacté par la corruption, selon les 3273 dénonciations reçues à travers le courrier administratif, la santé, les forêts et la faune, ainsi que les transports. Aussi gangrénés par la corruption, l'administration territoriale, à travers le processus de désignation des chefs traditionnels, peut-on lire dans le 13e rapport de la CONAC, des actes de corruption à l'origine de la perte de 114 milliards 35 millions de francs CFA au Cameroun en 2023. Partons maintenant à Fokwe, dans la région de l'ouest du pays, où les populations ont les pieds dans l'eau après de fortes pluies diluviennes. Maisons d'habitation détruites, mobilité réduite, déplacements massifs des populations sont entre autres les dégâts de cette catastrophe naturelle. Images et commentaires, Andy Gagnon, Cédric Chouna et Pascal Tanque. Des plantations de cacaoyers et de bananiers, de nombreux domiciles, des écoles et des centres de santé, tout a été détruit par les violentes inondations qui ont suivi la forte pluie qui s'est abattue sur le village Bandou. Ces riverains sont encore sous le choc du malheur qui a frappé leur petit coin de paradis. À 8 h le matin, bon, il pleuvait, mais pas, ça ne gênait même pas. Mais à partir de 14 h, c'était déjà un autre cas. Ce qui s'est passé, c'est ce que nous n'avions jamais vu dans nos terroirs. Mais on était vraiment surpris de voir que l'eau qui descend entraîne à envahir tout ce peuple. Maisons, enfants, hommes. Nous voici dans la désolation, nous voici sans abri. Écorchée sur tout le corps et marchant à peine, cette petite fille, âgée d'environ 11 ans, a échappé à la mort par noyade. Comme elle, plusieurs enfants ont été sauvés et conduits dans un hôpital du centre-ville. Des enfants qui sont sortis dans l'eau. Il y a l'enfant de l'enseignant, là, M. Kougnon, que l'eau a emporté ses 2 enfants.
On a cafouillé jusqu'à minuit, 15 minutes. On a retrouvé les enfants habités. Il fallait faire un petit feu pour regrouper les enfants, pour le réchauffer. Même pour retrouver cet enfant, nous avons beaucoup pleuré. Ici, venez par ici. Oui. À bord de pirogue ou à pied, ils tentent de mettre en sécurité le peu de biens qui leur reste. Déchargez là-bas, non? Désespérés, ils appellent également les pouvoirs publics à leur porter secours. Face à cela, nous supplions le gouvernement camerounais vraiment de venir nous venir en aide pour nous sauver de ce désastre. Si vraiment les gens de bonne volonté pouvaient venir en aide, ça devrait nous faire plaisir. Vraiment, ça ne va pas avec nous. En attendant, le danger continue de planer sur les habitants de Bandung et ses environs, car selon les prévisions météorologiques, les précipitations pourraient s'intensifier au cours des prochaines semaines. Dans la météo politique camerounaise, l'Union des populations du Cameroun continue de marcher en rang dispersé à l'approche de l'échéance présidentielle, alors qu'une fraction de l'UPC réitère son soutien au candidat du RDPC. Certains militants ont choisi d'accorder leur voix au bâtonnier Maître Akeremouna, candidat du parti Univers. On fait le point de cette actualité avec Carlos Minoué et Achille Kanga. Pouvons-nous avoir assez de lucidité pour véritablement discerner un vrai ou un faux militant de l'UPC en 2024? Cette interrogation qui boucle la réflexion du site d'information en ligne La Plume de l'Aigle sur la réelle identité de l'Union des populations du Cameroun est plus que jamais d'actualité. Car il y a bien longtemps, ce parti nationaliste et historique a cédé aux sirènes de la division. Et chacun clame haut et fort la légitimité de la faction à laquelle il appartient. La cacophonie observée ces derniers jours est encore venue exacerber cette division et fait penser que l'union n'est pas pour demain. En effet, samedi 28 septembre 2024, une coalition de partis politiques a désigné Maître Akeremouna comme tête de file devant conduire le mouvement à la présidentielle de 2025. À cette rencontre, on a noté la présence active de l'UPC, conduite par son secrétaire général, Dr Pierre Balegelnkot, et la présidente Abiba Issa. Ce sont ces responsables qui ont été élus lors du congrès du parti du CRAB en octobre 2017 et confortés plus tard par des décisions de justice qui ont débouté le camp d'en face qui revendiquait être de la branche légale et légitime. Une faction portée par l'honorable Robert Bapol-Lipote. Parlant justement de ce dernier, il ne s'est pas fait prier pour réagir après la participation de l'UPC à la réunion qui a conduit à l'investiture de Maître Akeremouna. Dans un communiqué publié le 28 septembre, Robert Bapol-Lipote dénonce la participation de personnes se présentant comme représentants de l'Union des populations du Cameroun à une réunion politique portant sur la désignation d'un candidat par une coalition de l'opposition, ce qui amène l'opinion à s'interroger sur qui parle véritablement au nom de l'UPC. On croyait pourtant que la décision de justice rendue en 2022 avait répondu définitivement à cette question. Une décision de justice consacrant la régularité du Congrès qui avait porté Abiba Issa à la présidence du parti et Balegelnkot au secrétariat général. Mais que non, ceux qui se sont donnés pour mission de transformer l'âme immortelle du peuple camerounais en fonds de commerce politicien ne tarissent pas d'imagination. Ils se recrutent aussi bien en interne que dans l'establishment du pouvoir. Et donc avec ce clin d'œil à l'actualité politique, la première partie de votre journal rentre en gare. Place à présent à l'actualité en langue anglaise avec vous, Cielo Silengo. Exactly, Christine Babana. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us to the second segment of news in English language. After months of crisis between Fecafoot and the Ministry of Sports and Physical Education, both have agreed to reshuffle the technical staff of the senior men's football team. The list goes as follows. The head coach maintained Mark Breeze, assistant to the head coach Joaquim Mununga and Janice Zilouris. Analyst supervisors Francois Oman Bihik and Ashu Cyprien Bisson, assistant coach number 1 Martin Tungum Pele, assistant coach number 2 David Pagou, goalkeeper coaches Wav Idris Carlos Kameni, Analium Buka, Dr. Fotso Patrick Joel, physical trainer Christophe Manouvri, coordinator of the national team Atuba Timothée, Deputy Coordinator Pensi Serge, Team Manager Nicolas Anouji, Team Press Officer Terindo,
We also have the liaison agent, Mr. Pierre Arnaud, physiotherapist, Chair Awa Daniel, and of course, Fominkon alias. Those are that's a list of the new reshuffled list of the technical staff of the senior men's football team of Cameroon. And now we talk something else. The senior divisional officer of Dian in the southwest region has called on the Cameroon government to cooperate with Nigeria for the release of the divisional officer of Idabato, who was kidnapped by unknown individuals. That was yesterday, 1st of October. And also still yesterday, 1st of October, was marked by ghost towns in the two English-speaking regions of the country, as Anne Abila tells us more in the following report. Official communique signs on Tuesday, October 1, 2024, the senior divisional officer for the Indian Division appeals to the Consul General of Nigeria to collaborate with Nigerian authorities for the release of the abducted divisional officer for Idabato. The DO Roland Ewane was kidnapped from his residence in Idabato with another council staff, Etongo Ismael, at about 2:15 a.m. reportedly by yet to be identified pirates from Nigeria who whisked them off through the high seas on board flying boats. According to reports, the kidnapped DO of Idabato has been dissuading parents from sending their children to fish. Rather, he continuously ensures children go to school in Idabato. The reasons for his kidnap early Tuesday, October 1 are still unknown. Meantime, ghost town was observed across major towns and even villages of the northwest and southwest regions on Tuesday, October 1. In Boya, chief town of the southwest region, shops were locked, most streets were empty, with no human beings spotted along the road. The people are reportedly respecting the lockdown announced usually by separatist fighters. Moving to Kumba in the Meme division, the story is just the same. Lockdown was respected with empty streets in most parts of the town. However, at the Commercial Avenue in Kumba town, few persons were spotted in the market as some people braved the threat and opened their shops in Kumba. October 1 was characterized by an atmosphere of insecurity in most parts of the southwest region. Following except the governor of the southwest region, Benau Kalia Bilai, comes back to the circumstances in which the divisional officer of Idabato was kidnapped by the unknown individuals. He was speaking to our colleagues of the state media, CRTV in Boya. Let's take a listen to him. Tonight, by 2 o'clock in the night, the GO of Idabato, Mr. Etongo, Mr. Ewane Roland, and one of his collaborators, Etongo Ismail, working with the Idabato Council, they were kidnapped by gunmen who came in their number, well equipped, and they were shooting. They broke the residence of the GO and arrested him, kidnapped him, and ran away by the sea. Immediately, the forces of law and order deployed their patrols on the sea, but without any chance of success. So till now, the GO has disappeared. He's in the hands of those gunmen. We are still patrolling around the sea in the Bakassi area. We are in contact with the neighboring authorities of Nigeria. We are sensitizing everybody if they can have some information. And we hope that some people of good faith will give us reliable information so that we succeed to lay hand to those who
And with respect to October 1st, 1961, historians say the independence of Southern Cameroon resulted from a series of conflicts or political events which were fueled by conflicts among Southern Cameroonian leaders back then. They equally say the outcome of the plebiscite was significantly affected by the United Nations rejection of PM Scalle's choice. For Miamson Sanda spoke to some historians and compiled the following report. 63 years after 1961, October 1st remains a pivotal date in the history of Cameroon. Historical scholar and researcher Jtb 12H traces the October 1st, 1961 independence of the former British Southern Cameroons to a long and dragging disagreement between John Go Foncha and Emmanuel Lifaka Endele. Foncha, example of KNDP wanting independence of Southern Cameroon, separation from Nigeria, independence of Southern Cameroon in association with Nigeria. Endele of KNC and later CPNC, supported by people and Mbile, wanted independence of Southern Cameroon in association or integration with Nigeria, and that was a key division. Because of that, Britain organized two outstanding conferences, the London Conference of June 1957 and the Manfred Conference of August 1959. The key motive of this conference was to reconcile or bring Foncha and Endele to one agreement over issue of independence for Southern Cameroon. But in these two conferences, they disagreed. The Endele-Foncha discord wasn't the only disagreement among the then Southern Cameroonian politicians. Mr. Jtb 12H says there was a third and even more popular force driven by PM Scale. He imposed on UN, put pressure on UN for a third option, which was independent Southern Cameroon, and it was the most popular option. He was supported for independent Southern Cameroon by Chief Manga William of Victoria, who had a party called Cameroon Commonwealth Party, supported by Chief Nyenti Tambel Manfred, who had a party called Cameroon Engineers Party. But unfortunately, it was rejected. Unable to agree, their fate and future was handed over for the United Nations to decide. Because of that, UN took into consideration only two options. A plebiscite was called on the 11th of February 1961, and the key actors here were Foncha of KNDP, who was campaigning for independence in relocation with the Republic of Cameroon, and Endele of CPNC, supported by PM Scale, who were campaigning for Southern Cameroon to vote in association with Nigeria. On the 11th of February 1961, a plebiscite was called, and Foncha won massively for relocation with the Republic of Cameroon. Therefore, Foncha called for a conference for all Anglophones known as the Bamenda All-Party Conference in June 1961, where they wanted to agree on how their union with the Republic of Cameroon would look like. After the Bamenda Conference, June 1961 now, Foncha led the Southern Cameroon delegation to Mfumban. So after the Mfumban Conference of July 1961 now, Southern Cameroon now agreeing under a federal construction or federal constitution with the Republic of Cameroon. This federal system, however, did not live long. In 1972, President Ahmadou Ahidjo pushed through a new document that abolished the federal system. He granted himself more powers and renamed the country as the United Republic of Cameroon. After assuming the presidency, President Paul Biya pushed through a revised constitution in 1984 through the Republic of Cameroon. Still in connection to the crisis plaguing the two English-speaking regions of the country, it is 5 years since the major national dialogue took place in Yaoundé in the central region to address the Anglophone crisis. On that day, September 30, 2019, several decisions were arrived at intended for action. But according to some civil society members and opposition politicians, the situation remains chaotic. Let's have the details with Innocent Nazi. 5 years since the major national dialogue aims at solving the Anglophone crisis held in Yaoundé, with giant resolutions amongst them the special status for the Northwest and Southwest regions, the presidential plan for reconstruction and development for the two English-speaking regions, as well as others, were documented for implementation. To the opposition, the government has done nothing significant to be applauded so far. The implementation of major resolutions are mostly on paper. Has it enabled people to return home? The answer is no. Less than 30% of what was previewed was done. Since 2022, the government of Cameroon has not chipped in a franc for the development and reconstruction plan. 7 billion francs CFA was required for the reconstruction in 2022, but the Cameroonian
Kenyan government failed to contribute its own quota, same as in 2023 when 8 billion francs CFA was needed. Et tant que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? CPDM supporters saw the 2019 Major National Dialogue as an avenue to restore peace in the troubled Anglophone regions. Si on considère que it was a step to restore peace, the resolutions were short-term for some persons and long-term for others. Regarding the presidential plan for reconstruction and development for the Anglophone regions, the weak financial implication of Cameroon is questioned. Less than 15% of the budget initially previewed, estimated at 89 billion francs CFA, was mobilized on September 30, 2021. It is useless to engage in mega investment and you stop at only 15%. Failure to attain the peak implies beating along the bush. It also shows lack of will to end the crisis. Est-ce qu'on veut vraiment mettre fin à cette crise? The ruling party deeply believes a lot of grievances raised by Anglophones have been met by the government. Despite atrocities that prevailed after the Major National Dialogue, government authorities are adamant everything is under control. Now we take you to Bandung village in Fokwe subdivision of the West region where the inhabitants are now stranded. This is following heavy rainfall that caused flooding and destroying several houses. Smart Jikan Gebel reports. Little Chongwa Jacqueline, with bruises all over her face, was one of the fortunate victims of the floods that took inhabitants of Bandung village in the Menua division by shock. Inhabitants say it was the worst incident ever recorded in their locality. It was very bad this time around. Since the time of our ancestors, we have never seen such. What happened? We have never seen it. The floods destroyed a primary school, hospital, as well as the sacred shrine of the Bandung village, and also bridges linking the village to others. The first time we had floods here, it was light. But the third time we are experiencing this flood, it has crippled the entire village. This was the area where we usually fetch water or treat our cocoa beans, and even cattle come here to drink water before continuing their movement. Unfortunately, the old bridge is also gone. Due to the effects of the floods, with the roads blocked by debris, canoes are now used to cross people from one end of the village to another before they get commissioned motorcycles to continue their journey. The people of Bandung village are calling for urgent government intervention. We don't have anywhere to go to. Pitches have been destroyed by running water. No roads too. We are calling on our president to come to our rescue. Humans weren't the only one affected by the floods. Inhabitants of Bandung village are now looking up to government for urgent aid, since most now lack shelter. Ladies and gentlemen, it is with that report that we draw the curtains of today's edition of the 12 p.m. Bilingual News. We thank you so much for your keen attention and stay in the company of interesting programs on Équinoxe Television. Christine Babanda, have a nice day. Do have a beautiful day chez Lucille Ngou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette tranche d'information. Portez-vous comme un charme et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.